assez longtemps. Donc on est dans une situation où épidémiologiquement le vecteur est en progression. Les prédateurs des tiques sont actuellement en situation difficile. Et les seules données concernent l'Alsace. Ouais. Il n'y a pas de données sur la données forêt. Il y a générales. d'autres régions, dans la région du Massif central qui est concernée. Je pense qu'en Bretagne, il y a beaucoup de tiques, peut-être un petit peu moins de maladies de Lyme. Pour les autres régions, on n'est certainement pas à ce niveau de risque, mais je me méfie, il n'est pas nul. Si vous me posez la question sur l'Alsace, est-ce qu'il y a des régions plus importantes et plus à risque que d'autres, des zones plus à risque que d'autres, je vous dirais oui. Je vous dirais oui, mais je ne vous dirai pas où sont les zones plus à risque. Pour une raison très simple, c'est que si vous êtes dans une zone où il n'y a pas beaucoup de risques, ou peu de risques, il suffit d'être piqué par la tique qui est contaminée, et le problème est j'allais dire pas réglé, la contamination est faite. Donc je préfère ne pas donner ces chiffres. Mais il y a des différences entre nos vallées vosgiennes et alsaciennes. Attendez, peut-être une deuxième moitié de la question. Il n'y a pas d'enquête nationale. Vous voulez une du coup, précision? Sur la date, Voilà. les chiffres que vous venez de nous donner, ils datent de quand? C'était autour de 2008-2010 à peu près. Alors, il y a aussi des données nationales, je pense que ça va renchérir à propos. Donc c'est une surveillance nationale qui est organisée par le réseau Sentinelle, des médecins généralistes qui sont des médecins qui participent volontairement à ce réseau. C'est à peu près 2% des médecins. Il y a aussi les pédiatres qui participent. Et on a une méthodologie au sein de ce réseau Sentinelle qui est similaire depuis l'année 2009. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui se passe avant l'année 2009, je sais ce qui se passe depuis l'année 2009, je sais puisque le CNR y participe, et depuis 2009, on a des variations qui sont perceptibles entre les années, mais ces variations ne sont pas statistiquement significatives. Il y a des années plus hautes, des années plus basses. Le réseau Sentinelle a mis en ligne durant l'été ces données validées sur l'année 2015, et vous verrez un cycle. 2013, il y avait un petit pic, 2014 un peu moins, puis 2015 un petit peu plus. Donc ça, c'est des variations qui sont normales. Et on est aux alentours d'une incidence qui est entre 40 et 50 cas pour 100 000 habitants pour la moyenne française. Avec, comme le disait le professeur Crispin, des zones qui sont plus à risque, des zones moins à risque. Et je ne voudrais pas qu'on stigmatise une région par rapport à une autre, parce que même à l'intérieur d'une région, vous allez avoir des variations importantes. On le voit au niveau de l'Alsace que l'on surveille, et même à l'intérieur d'une vallée, si on va à cet échelon-là, eh bien on constate que certaines vallées, à l'intérieur de certaines vallées, vous allez avoir des zones qui sont plus infectées et d'autres qui sont moins infectées. Donc pour moi, le message à partir de cela, c'est un message de prévention collective, à partir où dans un pays, vous avez des forêts qui seront soit mixtes, soit avec des arbres à feuilles caduques qui constituent la litière favorable au développement des tiques et parallèlement à leur nutrition sur les animaux. Un complément d'épidémiologie. Je voulais juste dire que probablement on a observé une augmentation dans les chiffres officiels, parce que je suis habitant de la conférence de consensus, on déclare à peu près 9 cas pour 100 000 habitants sur toute la France, après 45 cas pour 100 000, alors que les tests n'ont pas changé. Mais je pense que les médecins, ils pensent beaucoup plus qu'avant. C'était une maladie qui n'était pas connue il y a 10 ans. Et une partie de l'augmentation est due aussi au fait qu'il y a un meilleur diagnostic de la part des médecins, que les gens y pensent plus souvent et en parlent avec leurs médecins. Le nombre de maladies de Lyme n'était pas connu de la population il y a encore pas si longtemps, sauf dans des régions d'Alsace où les personnes étaient sensibilisées. Peut-être que comme le vecteur de transmission de la maladie, ce sont les tiques, est-ce que les densités de tiques ont augmenté en France, qui pourrait expliquer aussi une augmentation du nombre de cas d'infection? Oui, alors en France, on n'a pour l'instant pas de données précises sur une augmentation de la densité des tiques parce qu'on commence à les suivre depuis 3-4 ans, donc c'est assez difficile d'avoir une vue à long terme. Par contre, il y a des indices qui nous laissent penser qu'effectivement, il y a une forte augmentation des tiques, et en particulier tous les facteurs qui favorisent la multiplication des tiques sont en constante augmentation, à savoir le nombre d'animaux sauvages
dans les forêts. Donc il y a de plus en plus de gibier, il y a de plus en plus de chevreuils et de sangliers qui sont les hôtes préférentiels des tiques. On sait également que les surfaces forestières en France sont en constante augmentation, avec une diminution des surfaces agricoles. Et là aussi, c'est en faveur d'une prolifération des tiques qui vivent de manière normale dans les forêts. Et puis, le dernier point, effectivement, c'est les températures, en fait, des étés, des hivers plutôt de moins en moins froids, et du coup, une survie des tiques plus favorable à des températures plus basses. Donc oui, probablement, il y a une augmentation des tiques en France. Il y a d'autres études qui ont été faites dans d'autres pays en Europe où on voit clairement qu'il y a des augmentations de densité. On aura ce genre d'informations en France prochainement, parce que le travail n'est pas tout à fait fini, puisque parmi les missions du Centre national de référence, il y a une participation à l'activité entomologique. Et ce que nous faisons, c'est que nous comparons avec une méthodologie équivalente la situation ces années-ci par rapport à ce qu'elle était il y a 10 ans. Mais 10 ans, ça fait beaucoup à l'échelle humaine, ça fait peu à l'échelle de l'évolution d'une planète, donc je ne suis pas sûr que ça soit suffisant pour pouvoir en tirer des conclusions dans un sens ou dans l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des variations entre les années. Ça, on l'a observé lors de ce mandat du CNR, avec des années qui sont plus riches et des années qui sont moins riches. Et c'est à surveiller. Alors, dans la question de madame, il y avait un fragment qui concernait le diagnostic. Vous vouliez des précisions? Oui. Ou alors, à moins qu'il y ait encore peut-être des questions que je peux faire différemment d'épidémiologie. J'aurais une question de vétérinaire. C'est que nous, quand on a des transmissions de certaines maladies par des tiques, on peut aussi démontrer que des tans, des insectes piqueurs, hématophages, peuvent aussi transmettre des maladies. Donc ça, c'est peut-être intéressant aussi de vérifier ça, parce que dans des vieux documents sur la maladie de Lyme, on trouve quelquefois que des tans peuvent être en cause, dans des tests vétérinaires notamment. Alors, la réponse? Muriel. Alors, effectivement, lorsqu'on regarde la présence des borrelia, les borrelia qui sont l'agent de la maladie de Lyme, dans différents vecteurs arthropodes, on peut détecter la présence, soit directement de la bactérie ou de son ADN, dans différents vecteurs. Par exemple, on sait qu'en France, c'est la tique Ixodes ricinus qui transmet la bactérie. On la retrouve dans d'autres espèces de tiques. Dans les temps, on a fait quelques expériences justement, pour l'instant on n'en a jamais détecté, mais pourquoi pas, puisque ce sont des vecteurs hématophages qui vont se nourrir de sang et qui vont récupérer la bactérie. Après, c'est pas parce qu'on détecte une bactérie dans un vecteur que ce vecteur est forcément, cet arthropode est forcément vecteur de l'agent pathogène, et dans ce cas-là, il faut le démontrer, donc ça nécessite tout un travail de compétence, d'étude de la compétence vectorielle de ce vecteur. Donc ça, c'est pourquoi pas, hein, mais c'est pas du tout démontré à l'heure actuelle. Et c'est pas facile de le démontrer. Et est-ce qu'il y a des recherches quand même dans ce sens? Soit pour les moustiques, que ce soit pour les poules, est-ce qu'il y a des recherches en cours là-dessus? Alors, pas à ma connaissance. Alors peut-être que pour les moustiques, il y a eu des choses qui ont été déjà faites, mais en fait, il y a une publication sur les moustiques, mais qui montrait que ce n'était pas des vecteurs. Je peux en trouver chez certaines espèces de moustiques. Moi, j'ai des histoires tout à fait anecdotiques. J'ai peut-être vu une fois ou deux des patients qui ont eu des érythèmes migrants autour de chaque piqûre moustique, mais j'ai vu ça de façon tout à fait exceptionnelle. Ça peut peut-être se produire, mais je crois qu'il faut être très prudent. Ce n'est pas une espèce d'insecte. Oui, effectivement. Il y a l'exemple, par exemple, du sida, le virus du sida qu'on peut retrouver dans des moustiques. Pourtant, le moustique n'est pas capable de le transmettre. Hein, donc, voilà. Daniel Friedman. Je voulais juste rajouter une chose. Quand une tique nous pique ou nous mord, peu importe, la contamination ne se fait pas immédiatement, elle va se faire au bout de plusieurs heures. Parce qu'il faut d'abord une récupération du sang et c'est par régurgitation. Or, un moustique, un temps, c'est une piqûre immédiate, directe,
Et le rôle de vecteur me paraît très, très hypothétique. Que le moustique ou le thon soit contaminé, ça c'est possible, mais comme mode de transmission, ceci me paraît totalement, j'allais dire, pas impossible, mais quasi impossible. La tique, oui. La tique, oui, parce qu'elle reste fixée 2-3 jours, le temps de se nourrir, de régurgiter, et c'est à la régurgitation que sont transmis les borrélias. Si je rajoute quelque chose, si je peux ajouter un mot là-dessus, en dehors du temps du repas, qui est quelque chose d'important pour la transmission, il y a un phénomène de maturation, on peut l'appeler comme ça, des bactéries pour pouvoir passer de la tique, puisque c'est démontré pour la tique, à l'homme ou aux mammifères qu'elle va contaminer, avec un changement important de nombreuses protéines de surface, libérer en quelque sorte celles qui lui permettent de s'attacher à l'intestin de la tique pour en exprimer d'autres qui lui permettront de s'attacher à des protéines qui sont dans la salive de la tique, tout ça pour pouvoir ensuite infecter l'autre. Donc, pour revenir à ce que disait Muriel en termes de compétences, c'est peut-être ce genre de choses qui manquent, ou une partie de ce genre de choses qui manquent, la possibilité de se détacher, la possibilité de s'accrocher ensuite à des protéines de salive, la possibilité de disséminer dans l'organisme quand la bactérie est injectée à l'homme. En fait, le vecteur est quelque chose qui est tout sauf une simple seringue d'inoculation. Donc il y a différents aspects qui interviennent. Madame. Oui, peut-être que ça fera lien avec la question de mes collègues, mais vous avez donné un chiffre tout à l'heure pour l'Alsace de 2400 patients traités. Donc, est-ce qu'on a une idée de la proportion de ces patients traités qui, en réalité, ne sont pas atteints par la maladie? Je vous ai cité le chiffre de 2400, c'est 2400 patients symptomatiques qui ont été traités. Pour la maladie de Lyme. Confirmés, c'est ça. Avec des diagnostics évidemment confirmés. Sur la base de symptômes ou sur la base d'examens biologiques? Le diagnostic, je ne vais pas l'aborder tout de suite, mais c'est des données épidémiologiques, un certain nombre d'arguments et de données cliniques et des données sérologiques. Ce n'est pas juste une sérologie, ce n'est pas juste une donnée clinique. Donc je voulais simplement apporter une précision. C'est que notre collègue strasbourgeois a bien rappelé la différence entre le moustique et la tique, c'est que le moustique pique, mais la tique mord. Alors, quand je vois des publications annoncées à l'Académie qui commencent par une erreur, sémiologie persistante polymorphe après piqûre de tique, je demande qu'on rectifie ça. Parce que j'ai enseigné dans un premier temps la parasitologie et je suis condamné, et n'importe quel étudiant qui aurait dit une piqûre de tique. En fait, la tique pique et mord en même temps. Il y a les deux. C'est l'un ou l'autre sont valables. La conférence de consensus de 2006 s'était arrêtée finalement sur piqûre, malgré discussion. Des discussions qui ont duré plus de 3 heures. Muriel. Et c'est morsure. L'explication qu'avait donnée notre collègue strasbourgeois est parfaite. Morsure. Alors, si je peux répondre, puisque c'est moi qui ai écrit piqûre, nous avons beaucoup débattu au moment de l'écriture notamment d'un livre qu'on a réalisé de manière collégiale avec quasiment toutes les personnes qui travaillent sur l'éthique en France. Et ça a beaucoup été débattu. Est-ce que l'éthique pique, est-ce que l'éthique morde? Et in fine, on a décidé qu'on allait tous utiliser le même terme, piqûre, qui en fait, moi je pense que l'éthique elle pique parce qu'elles enfoncent vraiment leur hypostome à l'intérieur du derme. Et bon, après on peut discuter. Non, on ne discutera pas. Parce que des années. C'est pas une conférence de presse. Madame. Bonjour, je suis journaliste à l'Obs. Je voulais savoir, vous avez vous-même fait allusion tout à l'heure à un rapport du Conseil pour la santé publique de 2014 sur la maladie de Lyme qui pointait notamment le problème en fait, de la fiabilité des tests qui sont aujourd'hui sur le marché, notamment le test ELISA en première instance. Un chiffre a circulé, voilà, qu'un tiers des malades pourraient ne pas être diagnostiqués par ces tests, ce qui est un vrai problème. Où on en est vraiment aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut envisager pour la suite par rapport à cette question?
Question fondamentale, c'est vous. Ouais. Donc, à vous. Alors là, vous avez vraiment le CNR. Et oui. Alors, ce que vous dites est à la fois juste et à la fois faux. C'est-à-dire que si on met l'ensemble des pathologies liées à Borrelia dans un pot commun et que l'on regarde la sensibilité des tests, le chiffre que vous indiquez est exact. Ça doit être décortiqué, en fait, et il y a une différence notable, ça sera évoqué cet après-midi, il y a différents signes cliniques qui correspondent à différentes phases de la maladie, et au stade de l'érythème migrant, qui est, ça sera certainement évoqué cet après-midi, la manifestation majoritaire dans toutes les études européennes sur la maladie de Lyme, les tests sérologiques ne sont pas indiqués, ça fait 10 ans que le CNR le dit, donc le message a encore besoin d'être passé. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une infection locale et que au niveau du point de piqûre, et que comme toute infection locale, en règle générale, la réponse immunitaire est mauvaise. Ça se traduit par le fait que, globalement, les tests sérologiques prescrits au stade d'érythème migrant ne sont positifs que dans un cas sur deux. Donc on arrive à peu près aux chiffres que vous indiquez. Donc ces tests ne devraient pas être prescrits et parce qu'ils donnent lieu à une mauvaise interprétation, et là le rôle du biologiste est patent pour essayer d'expliquer cela, mauvaise interprétation parce que si le médecin a une suspicion clinique d'érythème migrant et rejette cette suspicion parce que la sérologie est négative, la conclusion est erronée. Par contre, sur les autres stades de la maladie, la sérologie a pleinement son utilité. Ensuite, sur les tests, une chose dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est le fait que les tests qui sont utilisés en France sont les mêmes que ceux qui sont utilisés dans les autres pays européens. Ils sont partis même d'une façon globale mondiale, mais en tout cas que les tests qui sont disponibles sur le marché français sont aussi des tests qui sont commercialisés dans les autres pays d'Europe, que ce soit l'Europe du Nord ou que ce soit l'Europe de l'Est. Donc nous utilisons globalement les mêmes tests. Après, c'est les biologistes qui choisissent tel ou tel fabricant de tests, mais les mêmes tests sont disponibles et les recommandations d'utilisation des tests dont je viens de parler, ne pas les utiliser en phase primaire, les utiliser pour les manifestations disséminées, sont les mêmes qui sont faites par le groupe européen, sont les mêmes qui sont faites par exemple par le CNR allemand. Je suis tout à fait d'accord avec Benoît Jolac sur la phase primaire, il ne faut pas faire de sérologie, il n'y a pas de problème, mais sur la mise en cause un petit peu de la sensibilité des tests, les phases tardives sont aussi un petit peu incriminées, et ce n'est pas la faute des appareils ou des fabricants de tests, c'est le problème de cette maladie. Il ne faut pas oublier que les gens à la phase chronique la plupart de leurs symptômes sont subjectifs. Ils disent j'ai des douleurs, je suis fatigué, j'ai des troubles de mémoire, donc ça ne mesure pas. Et quand ils ont des signes visibles, organiques, un gros genou, un trouble cardiaque, une paralysie ou autre chose, ça peut toujours être le même signe que dans une autre maladie neurologique, rhumatismale, etc. Et donc le médecin ne va pas pouvoir faire la part des choses. Donc on n'arrive pas à définir une population de l'année, c'est impossible à faire. Prenez un wagon de métro, il y a toujours des gens qui ont mal au genou, qui ont mal à la tête, qui ont des troubles de mémoire, concentration. C'est impossible à faire. Et donc du coup, c'était très bien souligné par le rapport récent de l'ECDC, que sont le contrôle des maladies européens, qui dit bon, les tests sont parfaits. Le problème, c'est qu'ils sont définis sur des populations impossibles à définir ou très difficiles à définir. Et donc, ils ont dit on peut utiliser ces tests, mais il faut absolument les corréler aux données de la clinique, parce qu'ils ne sont pas toujours fiables, en tout cas dans l'état actuel des choses. Et ils disent en conclusion qu'il faut impérativement développer des tests sur des populations beaucoup mieux définies. Alors, comment les définir? On ne peut pas le faire par la clinique, peut-être par les nouveaux tests, les nouvelles PCR ou des tests d'isolement des germes, parce que lorsqu'on met sur le dos du Lyme, il n'y a pas que du Lyme, il y a d'autres co-infections. Alors là, on rentre dans l'ambiguïté et la difficulté. Il faut faire très attention. Parce que les limites de la maladie de Lyme deviennent absolument floues, énormes, et avec des choses qui ne sont sans doute pas des maladies de Lyme, et je dirais même sûrement pas des maladies de Lyme. Il faut y insister. Alors je rends quand même la parole, parce que je pense qu'il y a un commentaire à faire sur ces tests diagnostiques aux phases tardives. Il y a la phase primaire, elle est simple, ça a été évoqué, c'est l'érythème migrant. C'est combien de temps? Il est diagnostiqué cliniquement sur une notion épidémiologique, sur un aspect clinique, avec, je vais aussi y insister, l'érythème migrant, c'est pas immédiat par rapport à la morsure de tique,
c'est décalé dans le temps. C'est pas une réaction purement inflammatoire autour d'une morsure. C'est un érythème qui apparaît quelques jours décalé. Et sur ces éléments-là, on est en phase primaire, on fait le diagnostic de maladie de Lyme, on donne un traitement antibiotique approprié, qui est en l'occurrence en général une ampicilline, pendant la durée de temps et à la dose nécessaire, et le malade est guéri. Et d'ailleurs, ces malades, on ne les revoit pas. Et on ne prescrit pas de sérologie. Et on ne prescrit pas de sérologie. Il y a forcément un érythème migrant? Un érythème migrant diagnostiqué sur son aspect clinique, ovalaire, un érythème avec une partie centrale qui est plus claire, etc., qui s'étend éventuellement. Donc il y a des caractéristiques cliniques qui permettent aux médecins de faire le diagnostic, sachant qu'il y a une morsure de tique, qu'on est éventuellement dans une zone géographiquement, qu'on a eu une activité forestière, jardinière, etc. Dans un contexte épidémiologique, un signe d'érythème migrant fait porter le diagnostic et justifie le traitement sans sérologie. Ça, c'est clair. Après, on rentre dans une phase un peu plus difficile, qui est la phase secondaire, où déjà des manifestations apparaissent, mais qui sont des manifestations objectives, avec des signes neurologiques, le plus souvent, et en particulier en Europe, avec des signes rhumatologiques, des arthrites, et plus spécifiquement en Amérique du Nord, et ces éléments-là, qui sont objectifs, permettent de porter un diagnostic qui sera confirmé par une sérologie. Alors ça va, c'est assez clair. Là où ça devient plus difficile, c'est quand on se met à discuter de la phase chronique, dite chronique. Et cette phase tardive est une phase où il peut y avoir des manifestations objectives, qui ont été évoquées par Christophe Perron, des manifestations articulaires, des manifestations neurologiques, mais qui sont des manifestations neurologiques, encore une fois, objectives, des manifestations rhumatologiques objectives, parfois même des manifestations cutanées objectives. Et à ce moment-là, la sérologie sera commentée, mais la sérologie est aussi nécessaire, avec à ce moment-là des problèmes de prise en charge thérapeutique qui sont un peu plus difficiles, parce qu'on arrive à des phases tardives où les antibiotiques risquent d'être moins actifs, et donc à cette action anti-infectieuse antibiotique qu'ils vont faire, il y a une discussion sur des éléments complémentaires d'immunomodulation, on rentre dans une phase un peu plus compliquée. Mais c'est à ce moment-là qu'on risque de déraper, car les signes subjectifs à cette phase ouvrent le débat sur tout ce qu'on veut. Il suffit d'avoir mal à la tête, il suffit d'avoir mal au dos depuis 10 ans, il suffit d'être fatigué, et Dieu sait si les gens sont fatigués, et maintenant même d'avoir des troubles de mémoire, pour qu'on dise que ça pourrait être une maladie de Lyme. Alors quand la sérologie est positive, il y a une discussion, encore que j'insiste sur un point fondamental et qu'on oublie souvent, on ne fait pas un diagnostic de maladie évolutive sur une sérologie. La sérologie, c'est l'expression d'un contact qu'on a eu avec un agent infectieux. Ce qui ne veut absolument pas dire, donc on a une trace, si je vous fais une sérologie de rougeole, vous aurez des anticorps. Si vous avez mal au bout du nez, c'est pas pour autant que c'est la rougeole qui est responsable. Donc autrement dit, pour la maladie de Lyme, la discussion se pose, si je peux être le plus clair possible, dans ces termes-là. Alors quand on arrive aux sérologies négatives, alors qu'on peut discuter parce qu'elles ne sont pas bonnes, pas si, voilà, et qu'on veut rattacher des symptômes neurologiques, rhumatologiques, dermatologiques, articulaires, tout ce que vous voulez, à une maladie de Lyme, à ce moment-là, il y a une discussion. Alors, c'est là où, et on en discutera aussi cet après-midi, à mon avis, en termes de santé publique, il faut poser des limites claires, parce que sinon on met en péril le système de santé, en termes de prise en charge, en termes de mission, et en plus de faux espoirs à des malades qui pensent qu'on va les améliorer, ce qui n'est pas du tout évident. Alors là, je pense que nous rentrons dans la polémique, je rends la parole à Christian Perron, mais c'est pas parce que on va vous donner des antibiotiques que vous allez aller mieux, où nous ne sommes pas d'accord, mais où l'effet placebo est aussi important, eh bien, c'est pas pour autant que c'est une maladie de Lyme. Donc il faut être maladie de Lyme, ça c'est clair, c'est précis, et ce qui pourrait déborder, être rapporté ou rattaché à une maladie de Lyme, et qui ouvre une discussion entre les agents co-infectieux, les discussions sur la sérologie et les limites de la pathologie. Cher François, je suis d'accord avec toi, moi j'aime bien que tout soit prouvé. Là simplement il y a un problème avec les tests, c'est pas moi qui le dis, même aux États-Unis, au Canada, maintenant il y a des lois
loi à l'échelon fédéral au Canada. 15 États américains ont voté une loi qui dit que les tests ne sont pas fiables, il faut informer vos patients que les tests sérologiques ne sont pas fiables. Donc ça, c'est pas moi qui l'invente, il y a des données dans la littérature, il y a des rapports du Haut Conseil, de l'OCDC. Donc il y a un problème, je ne jette pas la faute aux biologistes, c'est la définition de ces populations. Il y a aussi d'autres borrélias. Comme tu disais très bien, il n'y a pas que la maladie de Lyme, il y a des co-infections, des bartonelles. On sait que, Daniel Bessier pour en parler sur les autres germes qu'elle peut trouver, les blavésia. Donc il ne faut pas dire les malades ils n'ont rien du tout parce que leur sérologie Lyme est négative. Et l'expérience de médecins qui s'occupent du Lyme dans le monde montre qu'on peut les guérir ou les améliorer à 80% avec des traitements qui sont un peu plus prolongés que les traitements officiels de 3 semaines. Voilà, comme il n'y a pas eu de financement pour le valider dans des études, ça n'a jamais été publié de façon correcte à part quelques études, et donc du coup on dit que ça n'existe pas. Mais je crois qu'on n'a pas le droit de dire que ça n'existe pas si on ne le vérifie pas dans des études bien faites. Seule la science peut permettre d'apporter une réponse à des affirmations qui pour le moment sont du ressort de l'invocation et de l'empirisme. Est-ce qu'il y a des recherches pour s'assurer de la fiabilité des tests? Alors, je vais donner la parole à M. Jacques qui va donner son avis sur les tests et répondre à ces questions. Puis après, je crois que Daniel Christman voudra dire aussi quelque chose. Qu'est-ce que vous appelez la fiabilité des tests? Il y a quand même des gens qui semblent avoir des tests négatifs et qui vont mieux avec des traitements antibiotiques. Ça n'en fait pas une preuve que ça soit... Il n'y a pas d'antibiotiques. Je parle sous la vérification de mes confrères infectiologues, mais il n'y a pas de traitement antibiotique qui soit ciblé vis-à-vis de Borrelia. Un traitement antibiotique a des actions sur différentes bactéries. Donc la preuve d'une efficacité thérapeutique n'en fait pas de facto une preuve que le problème du patient soit lié à Borrelia. D'autre part, certaines molécules antibiotiques ont des effets immunomodulateurs. Je prendrai par exemple le cas des cyclines, qui sont très utilisées pour d'autres pathologies, même que des pathologies infectieuses, et qui ont des effets sur le patient. Donc les symptômes dont souffre le patient peuvent être liés à d'autres bactéries, peuvent être liés à d'autres agents infectieux, peuvent éventuellement être liés à des co-infections, parce qu'on parle toujours de co-infections, mais pour moi, il faut rechercher en premier des infections alternatives. J'aurai l'occasion d'évoquer ça brièvement cet après-midi. Et puis ensuite, il y a une efficacité thérapeutique n'est pas forcément la preuve. Il n'y a pas de molécule anti-Borrelia, point unique anti-Borrelia. Donc ça, ce n'est pas un argument de fiabilité. Donc je ne comprends pas bien la question. Est-ce qu'il y a des malades qui ont déjà été reconnus atteints de Lyme, mais avec des tests négatifs? Est-ce que ça existe? Je vous dis qu'au stade d'érythème migrant, c'est le quotidien. Et il y en a qui n'ont pas d'érythème migrant. Il y a des patients qui n'ont pas d'érythème migrant. L'évaluation des tests, on en parlera cet après-midi, elle ne doit pas être vue d'une façon globale, elle doit être vue en fonction de l'évolution de la physiopathologie de la maladie. Et je vous montrerai certaines choses cet après-midi, on va peut-être pas faire un les mot présentations. quand même sur la phase chronique pour que... Un mot sur la phase chronique. La phase chronique qu'on connaît le mieux, c'est un aspect qui est dermatologique, c'est l'acrodermatite chronique atrophiante. On a synthétisé, que ce soit les données de la littérature européenne, que ce soit l'expérience du CNR, dans le cas de l'acrodermatite chronique atrophiante, les tests ont une sensibilité qui avoisine les 100%. On est, je crois, sur la diapositive à 99 quelque chose %. Et dans l'ensemble des cas que l'on a vus sur une période de 10 ans, qui étaient diagnostiqués par des dermatologues sur leur présentation clinique et l'histologie, et pour lequel nous avions trouvé la trace moléculaire de la bactérie, sur ces cas-là, indépendamment de la sérologie, nous avons repris les données sérologiques, les étaient faites par nous ou par d'autres sur la France. Tous les patients étaient positifs, quelle que soit la méthode utilisée, celle qui avait été utilisée par le laboratoire où le patient avait été vu, toutes les acrodermatites étaient positives pour Borrelia. Ah, on IgG. Daniel, et puis après je vous redonne la parole. Daniel Christman. Je voudrais juste faire deux rappels. Je pense que le terme chronique est totalement inapproprié. Parce que la chronicité, c'est quoi? C'est la persistance d'un processus infectieux chez un patient qui aurait été traité. Soyons clairs, un patient qui a été traité correctement par les antibiotiques n'évolue pas vers la chronicité. Alors il y a une phase tardive, mais ça c'est pas une
forme chronique, c'est une phase tardive qui n'a pas été diagnostiquée. Donc je souhaiterais qu'on ne confonde pas les mots, les termes. Maladie de Lyme tardive, phase tertiaire, d'accord, mais pas de maladie chronique. La maladie chronique n'existe pas. Et deuxième chose, je reviens à la phase tertiaire. Si les phases primaires et secondaires sont des phases strictement de nature infectieuse, c'est le germe qui est responsable des choses, avec à l'érythème migrant, pas de sérologie positive, là on l'a dit assez, c'est clair. Dans la phase tertiaire, il y a une infection qui persiste, parce qu'elle n'a pas été traitée, et se rajoute à ce phénomène d'infection des phénomènes inflammatoires, des phénomènes dysimmunitaires qui sont à l'origine des manifestations cliniques déjà très particulières. Je vous rappelle qu'au plan neurologique, il y a des tableaux qui ressemblent à des tableaux au plan neurologique de sclérose en plaques, qui ne sont pas de la sclérose en plaques, c'est ce que j'appelle moi des pseudo-scléroses en plaques. On traite et ça guérit. Et bien entendu, vous avez des patients qui ont une sclérose en plaques, qui souhaiteraient une maladie de Lyme, ça je les comprends. J'ai vu des catastrophes, des patients qui voulaient avoir absolument une maladie de Lyme, qui avaient une sclérose en plaques, qui ont arrêté leur traitement de sclérose en plaques, qui ont pris des traitements antibiotiques. Conclusion, au bout de 3 ans, ils étaient en chaise roulante, alors que 3 ans avant, ils marchaient. Je pense qu'il faut être très prudent dans ce genre de situation. La deuxième chose, par exemple, pour la phase articulaire. La phase articulaire, on n'est pas dans la phase secondaire, on est dans une phase tertiaire où il y a des anomalies au niveau articulaire, radiologique, et qu'on ait des douleurs post-infectieuses, ça c'est clair. Mais la chronicité, je pense qu'il faut qu'on ait une définition claire de la chronicité. La chronicité, c'est persistance d'un agent qui continue à avoir son rôle pathogène dans l'organisme. Alors, vous allez me dire, mais on a trouvé de l'ADN de Borrelia dans les tissus. Oui, mais dans toutes les études que j'ai vues de la littérature, quand on trouvait dans les tissus conjonctifs, dans les tendons, de l'ADN de Borrelia par nos techniques particulières de PCR, la culture a toujours été négative derrière. Donc, qu'on trouve des brins d'ADN, ça, c'est pas un problème. Sauf l'acrodermatite. Sauf l'acrodermatite, mais on n'est pas dans une forme chronique, on est dans une forme chronique. Elle est chronique, elle est tertiaire, c'est la forme tardive, et il y a dans la peau de l'acrodermatite non traitée, il y a des Borrelia. Mais dans les autres cas, il n'y a que de l'ADN de Borrelia. Alors juste, Christian Perron, puis après je vous donne la parole. Il y a quand même des publications qui montrent que à la fois chez les animaux et chez les humains qui ont reçu plusieurs mois d'antibiotiques, les Borrelia peuvent persister, y compris une étude chez le singe qui le montre très bien, il y a eu des études chez l'homme. Alors je suis d'accord, il y a la PCR, mais il faut m'expliquer comment, quand il y a un germe qui est présent avec son acide nucléique, il n'est pas vivant, parce que si un germe est mort, on ne voit plus l'acide nucléique, il est détruit. Ça, c'est une équilibration qui a été inventée, mais qui n'a pas été démontrée. Donc je crois que la persistance bactérienne après traitement, elle existe, elle est démontrée sur le plan scientifique, ce n'est pas de la résistance aux antibiotiques. On sait que les Borrelia ont des formes persistantes qui peuvent changer de forme, qui peuvent se cacher dans les tissus, les biofilms, et qui ont des cycles et qui peuvent se réactiver avec des phases de multiplication. Il y a beaucoup d'études publiées dans des bons journaux scientifiques là-dessus, donc il faut être prudent avant de dire qu'il n'y a pas de persistance bactérienne. Madame. Est-ce que tous les patients qui sont atteints de cette forme tardive tertiaire présentent cette acrodermatite Non, c'est... alors, on ne sait pas pourquoi. Une partie de l'explication, on ne connaît pas tout, mais on sait, c'est la raison pour laquelle cette pathologie n'est décrite qu'en Europe et n'est pas décrite aux États-Unis, que 97%, quand on synthétise toutes les études faites en Europe, 97% de toutes les acrodermatites dues en Europe sont dues à une espèce de Borrelia qui n'existe pas aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont infectés par cette espèce vont faire d'ailleurs une acrodermatite. Et néanmoins, si l'espèce n'est pas présente, c'est un peu comme si le vecteur n'est pas présent, il ne peut pas y avoir de borréliose de Lyme. Eh bien là, il n'y a pas l'espèce en question aux États-Unis, donc il n'y a pas d'acrodermatite. Les très rares cas d'acrodermatite chronique atrophiante décrits aux États-Unis ont été décrits chez des patients qui ont été infectés en Europe, ou parce que soit ils étaient migrants, soit parce qu'ils ont circulé pour leur voyage. Et en fait, en France, est-ce que en France, si c'est cette type-là, cette pathologie existe, oui. Sur le dernier mandat, le CNR, en dehors de la trace moléculaire dont on vient de parler, a isolé 4 souches
de Borrelia zelii, puisque c'est le nom de l'espèce qui donne cela, de biopsie d'acrodermatite chronique atrophiante. Madame. Oui, moi je voudrais revenir, quand vous parlez de la phase secondaire, vous dites qu'il y a des symptômes qui sont objectifs. Mais vous parlez de symptômes neurologiques et articulaires. Pourquoi vous les appelez objectifs? Parce que pour le coup, ça pourrait très bien être des scléroses en plaques, etc. Voilà, qu'est-ce qui permet de les identifier particulièrement et je pense que c'est aussi le problème. Donc les manifestations objectives, c'est celles qui peuvent être observées, constatables, et qu'un médecin, dans un examen clinique, est susceptible de repérer. Or, dans la maladie de Lyme, il y a à cette phase secondaire des manifestations qui ne sont pas parfaitement repérées, comme des paralysies, et par exemple, les paralysies faciales qui surviennent sont des signes tout à fait caractéristiques de maladie de Lyme. Une paralysie faciale qui apparaît chez un sujet jeune doit automatiquement faire rechercher une notion de morsure de tique et faire une sérologie. De même, dans les manifestations articulaires, quand je parle de signes objectifs, c'est-à-dire qu'on va avoir une modification. C'est pas j'ai mal dans le genou, c'est j'ai mal dans le genou, plus un genou gonflé, des signes d'arthrite qui sont des lumières, etc. Ce qui est différent, alors il faut distinguer à ce moment-là deux choses. Il y a les signes subjectifs qui ne sont pas vérifiables. J'ai mal à la tête, docteur, je suis fatigué, je ne peux plus me lever le matin, j'ai des troubles de mémoire, etc. Et puis, il y a le diagnostic différentiel avec des signes, alors ou en neurologie ou en rhumatologie, qui sont l'expression éventuellement d'une maladie de Lyme, mais qui sont aussi et surtout plus souvent des signes d'une autre maladie. Et c'est là où il faut faire très attention que ne pas tomber dans la facilité en disant que vous avez un Lyme, alors de faire un diagnostic de sclérose en plaques, de sclérose latérale amyotrophique, et à contrario de ne pas faire faire des investigations inappropriées ou de ne pas faire des investigations qui seraient nécessaires. Excusez-moi, je suis désolée. Mais juste, là, on tire la scène d'alarme pour Lyme, mais du coup, est-ce qu'on risque pas d'avoir le contre-coup de surdiagnostiquer Lyme et de sous-diagnostiquer d'autres maladies Surdiagnostiquer Lyme, c'est un risque que l'on observe actuellement. Alors c'est toujours la même chose, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, c'est vrai, mais ça relève en termes généraux de la bonne clinique et de la bonne prise en charge par le corps médical d'un malade qui se plaint d'un certain nombre de troubles. C'est de penser au diagnostic au pluriel et de faire en sorte de trouver le bon parmi les plusieurs. Ça, François, j'aimerais bien juste faire un complément d'observation. Je suis tout à fait d'accord avec François, il faut être très prudent devant des personnes qui ont des scléroses en plaques et toi avant de dire c'est un Lyme. Alors quelquefois il y a des situations cliniques qui sont identiques, la sérologie n'est pas toujours parfaite. Même dans le centre de référence avec Blanc, Jolac et Chrisman avait publié dans Neurologie en 2007 que devant des situations neurologiques complexes, quand la sérologie était en défaut, on pouvait être amené à faire des traitements antibiotiques d'épreuve. Je le fais, mais si le traitement antibiotique d'épreuve ne marche pas après un mois, eh bien je dis à cette personne, on a essayé parce qu'il y avait des forts doutes, vous avez été piqué par une tique, etc. Ce n'est pas le Lyme, et retournez voir votre neurologue pour la sclérose en plaques. C'est pas vraiment un problème d'éventuellement évoquer un Lyme, parce que comme on n'a pas des bons outils aujourd'hui pour différencier, et simplement il ne faut pas s'obstiner, bien dire aux malades dès le départ, bon je veux bien qu'on tente un traitement, ça n'a pas de certitude, mais on ne s'obstine pas si ça ne marche pas. Ça faut être très clair avec le patient dès le début, ça ne pose pas de problème quand on le gère de cette façon, en attendant d'avoir des outils plus performants dans quelques temps. Madame. Je me permets de revenir à la question des tests. Comment expliquer qu'il y a des patients qui ont fait le test ELISA en France et on leur dit a priori qu'ils n'ont pas la maladie de Lyme, ils vont faire un test en Allemagne, ça arrive, on sait qu'il y a des gens qui le font, et puis on leur dit qu'ils ont Lyme en Allemagne. Donc, comment faire face à cette situation? Est-ce que ça veut dire est-ce que ça voudrait dire que les tests en France ne détectent pas des souches qui sont détectées par les tests en Allemagne et donc il y a un problème là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Alors j'aurai l'occasion d'en parler cet après-midi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les tests ELISA faits en France sont les mêmes que les tests ELISA faits en Allemagne. Ce à quoi vous faites référence... Oui, non, je sais bien que mais ce n'est pas les tests ELISA qui sont faits en Allemagne, ce sont d'autres tests. Donc est-ce que ces tests qui sont faits en Allemagne
va être fait en France et quelle est la validité de ces tests par rapport aux tests ELISA qu'on fait en France? Alors, ces tests ne sont pas faits en France parce qu'ils ne sont pas recommandés, par exemple, par le centre de référence allemand, les tests auxquels vous faites allusion, que ce soit la microscopie à fond noir, que ce soit les tests de transformation lymphocytaire, que ce soit la recherche de CD57 sur les cellules NK. Ça, j'expliquerai cet après-midi. Je présenterai brièvement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, l'analyse de la littérature et j'expliquerai pourquoi il n'y a pas d'obscurantisme, de rejet de cela. L'attitude en France est la même que dans... au sein du groupe européen, on doit être actuellement 28 pays. Sur ces 28 pays, les recommandations sont les mêmes, c'est de ne pas utiliser les tests dont je viens de parler. Il y a d'autres tests dont je parlerai cet après-midi, brièvement dans le temps qui m'est imparti, mais sur ces 3 tests dont je viens de parler, on s'est positionné sur le fait soit qu'ils n'apportaient rien, soit qu'ils apportaient une mauvaise information, soit qu'ils manquaient de validation. D'accord ? Il y a plusieurs catégories. Donc, ces tests ne sont pratiqués en Allemagne que par des laboratoires qui les font en les faisant payer aux patients. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas reconnus par l'équivalent du système de sécurité sociale allemand, parce qu'ils ne sont pas validés, ou même ils fournissent des informations qui sont erronées. Daniel. Juste une remarque concernant ces tests allemands. J'ai quelques images, mais je les vois assez régulièrement puisque les patients ont la facilité d'aller faire les tests en Allemagne chez nous. En pratique, c'est des frottis. On prend une goutte de sang et on l'étale sur une lame. Les frottis, les photos des frottis que je vois sont absolument affreux. Ces clichés sont affreux. Les globules rouges sont crénelés, sont déformés, il y a des taches, il y a des impuretés, des poussières. Et alors l'interprétation est totalement dithyrambique. On vous diagnostique de l'acidose, on vous diagnostique des aspergillus, des mucormycoses et les spiroquettes. Et la conclusion, les spiroquettes, moi je ne les ai pas vus sur les lames, je vous le dis tout de suite. Les spiroquettes, ils disent que ce sont des borrelia. Parce que le spiroquette, c'est, je vais dire le nom générique, une borréliose, c'est un spiroquetacé. Des babésias. Et alors il y a des babésias, mais c'est affreux. L'interprétation est totalement nulle. Je pense que c'est honteux de faire des tests pareils, et surtout de les faire payer plus de 120 €. Plus de 120 €. Pour un truc, mais infâme. Infâme. C'est honteux. C'est clair. Il y a des Western Blot aussi. Ah non, là c'était des... Ah oui, alors si vous parlez des Western Blot, j'en ai eu aussi. Des Western Blot. Et les Western Blot, qu'est-ce qu'on a amplifié? Borrelia hermsii. Les PCR, pardon. Les Western Blot, je ne les ai pas vus. Hein. Mais alors, je voulais parler de PCR. La PCR, on a amplifié des Borrelia hermsii. Borrelia hermsii n'est pas un germe de maladie de Lyme. C'est un germe de fièvre récurrente d'origine africaine chez des patients qui n'ont jamais séjourné en Afrique. Je voudrais savoir comment on fait ces PCR. Attendez, alors, madame. Je voudrais revenir, puisque les vous tests... présentez-nous. Oui, Sophie Duméry pour Passion Rando. Je voudrais revenir sur la seule manière d'avoir un diagnostic positif, puisqu'apparemment tout le monde tombe d'accord que l'érythème migrant est la seule chose, une fois qu'on l'a constaté, qui donne un diagnostic de certitude sans avoir recours aux tests qui sont si décriés. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une idée de la fréquence de ces érythèmes, de leur fugacité surtout, afin que la population, mieux éduquée, ne le loupe pas et puisse se dire, docteur, moi je l'ai vu, j'ai même fait la photo avec mon smartphone, ce qui est quand même l'utilisation la plus utile, la meilleure des techniques connectées. Donc, est-ce qu'on peut nous préciser dans quelle proportion il existe véritablement, lors d'une contamination locale et lors du passage du local au général, au systémique, la proportion d'érythèmes migrants repérables, c'est-à-dire visuellement repérables. Ou est-ce qu'il faut aussi traquer les petites auréoles vaguement rosées et a-t-on une idée de tout ce que ça peut être afin qu'on puisse mieux les repérer? Alors les deux cliniciens répondent, Daniel et puis après Christian. Alors au plan clinique, un érythème que je considère migrant, c'est déjà à partir d'2 cm de diamètre. Je ne vous cache pas que la zone la plus vaste que j'ai vue, c'était un érythème qui commençait au niveau du genou et qui s'étendait jusqu'à la racine du cou.
Et un petit peu On ne voit plus l'extension. l'auréole là, c'est que... Ah non, on ne voit plus l'auréole. Vous avez parfaitement raison, on ne voit plus l'auréole. Il faut se souvenir de la notion de piqûre de la piqûre de la tique. Alors clairement, la notion de piqûre de tique, on ne l'a pas dans la moitié des cas, parce que c'est une piqûre qui est totalement insensible, une morsure qui est totalement insensible. Et la deuxième chose, c'est que, imaginez un gamin, parmi les végétaux, ce que je crains particulièrement, ce sont les genêts. Les genêts, ils ont 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, etc. Un gamin, s'il récupère une tique sur le cuir chevelu et qu'on la loupe, vous aurez un érythème sur le cuir chevelu que vous ne voyez pas. Donc dans les zones à poil, on voit pas. Les zones déjà, le cuir chevelu, le dos, imaginez le dos, je ne sais pas si vous regardez le dos tous les matins, moi c'est un petit peu difficile, et vous avez un érythème qui n'est pas très grand, vous le loupez. Vous le loupez. Donc je pense que les diagnostics, on les fait dans à peu près la moitié des cas, et quand on a la chance d'avoir l'érythème migrant comme élément diagnostique, au moins on sait de quoi on parle et c'est une maladie de Lyme que l'on peut traiter, on traite très précocement et il n'y a pas d'évolution tardive. Je suis entièrement d'accord avec Daniel Christman, dans la littérature ça peut varier de 30 à 70%, mais la moyenne à peu près 50% on rate, il y a des tout petits érythèmes migrants. Alors, on peut le rater, mais en plus, quand on voit l'érythème migrant, les gens souvent ne s'inquiètent pas parce que ça peut disparaître tout seul sans traitement. Donc, tiens, j'ai une piqûre d'insecte ou j'ai une petite plaque rouge de l'eczéma, puis ils tartinent un peu de pommade. Ils vont voir leur pharmacien qui leur ne sait rien pour donner une pommade. Le médecin, alors, les médecins ont beaucoup changé, commencent à prendre conscience de l'érythème migrant, mais il y a quelques années, même une étude en Alsace où c'était les médecins les mieux formés en France, avait montré qu'il y en avait la moitié qui passaient à côté quand ils les voyaient. Il y a une éducation du médecin, il faudrait mettre des photos d'érythème migrant dans les salles d'attente des pharmacies, des cabinets de médecine générale pour que les gens y pensent. Mais maintenant, avec Internet, les gens commencent à y penser, effectivement, à prendre leur érythème migrant en photo et le montrer à leur médecin ou l'envoyer par mail, ce qui facilite quelquefois le diagnostic. Mais souvent, il passe inaperçu, il n'est pas pris en charge. Alors, l'autre chose, le consensus français-américain dit un érythème migrant se traite 2 semaines minimum et 3 semaines dans certains cas. Et moi, je vois très souvent les médecins, quand je revois les patients avec des formes tardives qui montrent ce qu'ils ont eu, le médecin dit « Oh, c'est pas une maladie Lyme que vous avez, c'est rien. » Bon, alors comme les patients insistent, on leur donne 1,50 g d'amoxicilline, c'est une dose largement insuffisante pendant 5 jours pour avoir de la paix en disant « Voilà, j'ai traité votre Lyme. » Et malheureusement, ça c'est très fréquent, et j'ai même vu des visites confraternelles de la caisse d'assurance maladie qui a fait des pressions sur des médecins qui avaient donné la bonne dose du consensus et la bonne durée pour dire vous donnez beaucoup trop d'antibiotiques pour un érythème migrant. Donc ça c'est important parce que si on rate ces érythèmes migrants à la phase primaire, on va voir de plus en plus de phases tardives. Je voudrais apporter juste une petite information sur l'étude dont a parlé Christian, sur l'étude qui avait été faite en Alsace, à laquelle on avait participé. Elle a un point pour moi qui est tout à fait encourageant pour l'avenir, c'est qu'on avait fait la distinction entre les médecins qui avaient eu une formation et les médecins qui n'avaient pas eu une formation. Et en tant qu'enseignant, en tant que professeur de faculté, moi j'ai été quand même content quelque part de voir que l'enseignement c'était utile et que la formation médicale post-universitaire est utile puisqu'il y avait une différence significative, statistiquement significative, dans la capacité à reconnaître un érythème migrant chez les médecins qui n'avaient pas eu de formation versus ceux qui avaient suivi une formation, quelle qu'elle soit. Donc ça m'encourage à dire que c'est un aspect tout à fait important vers lequel on doit avancer. Pardonnez-moi, la fugacité, est-ce que c'est entre la part et le fromage et on a quelques minutes seulement pour le voir, après ça disparaît, ou on a droit à quelques jours, c'est-à-dire le temps de se retourner, de se regarder, de demander l'avis du copain, du conjoint, du médecin. Du médecin, c'est mieux. Du médecin. Oui, mais vous dites qu'ils ne sont pas formés. Non, vous avez le temps, hein. Vous avez le temps. C'est quelques semaines. Il disparaît au bout de 3 à 6 semaines. Non, l'érythème disparaît au bout de 3 à 6 semaines. Spontanément, j'entends bien. Sous antibiotiques, ça disparaît en 3 à 4 jours. Donc vous avez le temps de consulter votre médecin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, là, on décrit l'érythème migrant typique, si vous voulez, avec la pointe piqûre centrale, le halo rouge, etc. Je vous rappelle que la zone érythémateuse, c'est la zone où il y a le plus de borrelia. Et puis, il y a des formes atypiques. Et les formes atypiques, je n'ai pas voulu charger mon diaporama, mais j'ai des formes uniformément rouges, des formes vésiculeuses, des choses comme cela, ou squameuses. Là, le diagnostic est un petit peu plus difficile. Alors, quand on a l'érythème migrant typique,
Ce que nous avons fait pour sensibiliser la population, on a affiché maintenant, on a mis des panneaux à l'entrée de certaines forêts. Et clairement, sur le panneau, il y a une photo d'érythème migrant pour sensibiliser la personne elle-même. Vous avez ce type de lésion, consultez pour être traité. Voilà, on peut dire. Mais l'érythème migrant n'est absolument pas automatique, il est là le problème. Alors comment on fait pour savoir qu'on est atteint de Lyme si on n'a pas d'érythème migrant? Oui, mais alors qu'on s'aperçoit pertinemment qu'il y a des malades qui sont atteints de Lyme, qui sont diagnostiqués par ELISA ou Western Blot, comme le disait monsieur, et qui n'ont jamais eu d'érythème migrant. Ah, ça c'est possible? Non. Il y a parfois des Lyme qui n'ont pas d'érythème migrant, et il y a des Lyme pour lesquels l'érythème migrant n'a pas été vu parce que localisé dans des endroits un tout petit peu délicats. Par exemple, je vais prendre juste mon cas, hein. Je me suis fait mort comme vous le disiez dans les cheveux, j'ai jamais eu d'érythème migrant. Ah, vous l'avez peut-être pas vu, hein? C'est vraiment... Si, je suis allée voir mon médecin tout de suite. Oui, mais non, je peux vous dire que je suis très sensibilisé à la recherche de l'érythème migrant dans le cuir chevelu, et c'est difficile de les vérifier correctement. Donc je me méfie un tout petit peu. Hein. Dire qu'il n'y a rien, il faut être avec une fière assurance que moi je n'ai pas. Je suis désolé. Hein. Je reste modeste dans cette maladie. Et... Excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir un test ELISA négatif et un Western Blot positif? Oui. Alors c'est possible. C'est possible dans quelques pourcents des cas. La première chose, c'est de voir dans quel contexte il s'est réalisé, puisque à but épidémiologique, quand on fait une étude de suivi de population, on ne mesure pas la même chose avec un ELISA et un Western Blot. C'est un petit peu technique à expliquer, mais l'un est une mesure quantitative, les tests ELISA, et les Western Blot sont une mesure qualitative. Quand on suit des patients au long cours dans le cadre d'une étude épidémiologique, comme je le disais, ou autre, le taux d'anticorps, donc la mesure quantitative, va baisser en premier, et la mesure qualitative va baisser en deuxième. Donc il est logique d'avoir, quand les anticorps sont à taux bas, un profil qualitativement positif et un taux quantitatif qui est ferme. Dans l'étude que l'on a de ces cas, il faut être très méfiant parce que, en règle générale, il s'agit de patients qui ont en fait une cicatrice sérologique de quelque chose qui est ancien. Et on rejoint ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait d'avoir un taux d'anticorps très bas, donc en dessous par exemple du seuil mais positif en Western Blot, ne doit jamais faire oublier quel est le tableau clinique, quels sont les signes cliniques que présente le patient pour voir est-ce que tout ceci a du sens quand on le pose ensemble. Est-ce qu'il ne serait pas raisonnable de dire le patient qui a des signes cliniques objectifs et qui a un test ELISA négatif, on va lui rembourser son Western Blot? Je ne passe pas en termes de remboursement, moi je me passe dans la prise en charge optimale du patient. Je le montrerai cet après-midi, dans le cas que ce soit dans le cas des neuroborrélioses, que ce soit dans le cas des arthrites ou que ce soit dans le cas des acrodermatites, la sensibilité globale. Après, je ne vais pas vous dire que vous allez me dire vous raisonnez en globalité sur un ensemble de patients, et moi ce qui m'intéresse c'est mon cas, et vous avez tout à fait raison. Quand on raisonne de façon globale, il n'y a pas d'écart statistiquement significatif entre les ELISA et les Western Blot pour les trois catégories dont je viens de vous parler. À côté de cela, il existe des variations. Vous avez parlé des ELISA, il existe des variations entre les tests ELISA, il existe des variations entre les tests Western Blot, et donc il faut reprendre les choses en détail, mais d'une façon globale. Je le montrerai cet après-midi, il n'y a pas de différence. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas remboursé. Je voulais juste dire qu'aux États-Unis, ça a un petit peu changé, parce que depuis 2011, le CDC, qui est le Centre d'épidémiologie américain, accepte et rentre dans ses statistiques les malades diagnostiqués en Western Blot seul avec un ELISA négatif. Donc c'est une possibilité aux États-Unis qui n'est pas encore entrée dans les mœurs en Europe. Alors là, je vais répondre là-dessus parce que ce n'est pas cette raison-là. C'est pas cette raison-là. La raison pour laquelle c'est fait aux États-Unis, c'est parce que les Américains ont uniquement quelques laboratoires sur leur territoire qui réalisent le Western Blot. Le pays est très vaste, et alors que les tests ELISA sont réalisés partout. Donc en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est le CDC précisément qui l'explique. En fait, les tests ELISA ne sont pas pris en compte pour les données épidémiologiques,
et c'est le Western blot qui a été favorisé parce qu'en termes de transmission d'informations de santé, de données biologiques de santé, il était très difficile pour eux de recouper tous les tests ELISA faits sur l'ensemble du territoire avec les tests Western blot faits à certains endroits et sur la connexion entre les patients. Donc il a été décidé pour les données épidémiologiques de prendre en compte directement le Western blot. Par contre, les gens du CDC l'écrivent très bien dans un article récent, ce n'est pas ce qui est recommandé à but diagnostic. Donc, il faut séparer l'épidémiologie de l'attitude diagnostique. Question, madame. Oui, je suis Elisabeth Zing de l'AFP. Qu'est-ce qui, à votre avis, justifie toute cette crispation autour de la maladie de Lyme? Vous pouvez expliquer ce problème autour de la maladie de Lyme qui n'existe pas sur d'autres maladies qu'on connaît mal également. Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelles sont les solutions? Est-ce que vous avez des solutions à apporter pour calmer le débat et puis, Excellente question. Alors, qu'est-ce qui se lance? Moi, je veux bien essayer de répondre. Je vais vous répondre très simplement, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, c'est aussi répondre indirectement en disant ce que je dis aux patients quand ils ont une maladie de Lyme. Parce que quand je vais voir, j'en vois à peu près 5 à 6 mouvements par semaine des patients qui ont une maladie de Lyme. Et il y a 2 phrases. La première, vous venez pourquoi? Et la deuxième phrase que je vous citerai tout de suite, vous allez tout de suite la comprendre. Le patient, vous venez pourquoi? J'ai une maladie de Lyme. Il est inquiet au possible. Parce qu'il est allé sur Internet, il a entendu les voisins, les voisines, etc. Et enfin, la deuxième chose que je lui dis, ne vous inquiétez pas, une maladie de Lyme, on guérit. Et le discours change du tout au tout après. Et quand je dis on guérit, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la phase secondaire, la phase tertiaire. Je ne parle même pas de la phase primaire, c'est assez simple. La phase tertiaire, c'est quelques douleurs articulaires résiduelles, parce qu'une articulation de phase tertiaire n'est pas une articulation de phase secondaire. Il y a des anomalies sur les cartilages. Et il y a des phénomènes inflammatoires et dysimmunitaires dans la phase tertiaire, qui expliquent parfois des tableaux qui se rapprochent un tout petit peu. Et donc on peut avoir des petites douleurs résiduelles. Mais ma phrase, c'est quand même on guérit d'une maladie de Lyme. Il faut désamorcer cette situation angoissante pour le patient. C'est tout. Alors cette crispation, si je peux me permettre de compléter un peu, c'est vrai que vous avez raison, il y a une crispation actuellement sur ce problème de maladie de Lyme. Alors il y a un premier élément, c'est que la maladie de Lyme, comme vous l'avez évoqué, est une maladie très polymorphe, très compliquée, où on va vers des phases tardives, et c'est ces phases tardives qui aboutissent à la crispation parce qu'on veut y assimiler un certain nombre de manifestations. La deuxième chose, c'est que j'ai évoqué, je crois, tout à l'heure, c'est la maladie de Lyme, je dis, est une mauvaise réponse à une bonne question. C'est-à-dire qu'il y a des malades qui souffrent, il y a des malades qui expriment des problèmes qui n'ont pas été résolus par le corps médical. Quand vous avez mal au dos depuis 10 ans, ça devient de plus en plus intolérable. Et il fallait qu'il y ait une maladie qui soit le recours pour exprimer que ça pouvait être éventuellement la solution. Et c'est vrai pour la neurologie, et c'est vrai pour c'est pour ça qu'on dérape vers toutes les manifestations qu'on a envie de... Christian Perron vous en dira peut-être un mot, mais quand on dit que la maladie d'Alzheimer pourrait être la Lyme, moi je suis sidéré, vous voyez, parce que on n'arrête plus. Alors ça aurait peut-être pu être une autre maladie qui assure qui soit le bouc émissaire de tous les malades qui souffrent, qui n'ont pas eu de solution à leurs problèmes de santé et qui espèrent une guérison à travers un traitement simple qui est celui d'une antibiothérapie. Et c'est là où il y a le leurre, et c'est là où pour moi il y a quand même aussi un grand élément de danger. Alors moi je peux répondre quand même que j'ai vu des centaines, c'est pas des milliers de patients qui étaient considérés guéris dans des CHU très bien, qui avaient des sérologies négatives, quand il y a un trop de 10 ans, 15 ans dans leur vie, ils ont perdu leur conjoint, leur travail, ils étaient des légumes totaux, et qui ont ressuscité avec quelques semaines d'antibiotiques et quelquefois au-delà de 3 semaines, quelquefois 3 mois, quelquefois un peu plus, aussi avec des antiparasitaires. Ça existe, il y a des milliers de médecins dans le monde qui traitent ces malades, et c'est pas un effet placebo, je suis désolé, l'effet placebo c'est 20%, peut-être 30% quand il fait beau, c'est pas 80%, et surtout la grosse différence c'est que dès qu'ils sont guéris,
ces malades ne vont plus voir leur psychiatre, leur médecin, ils retournent au boulot, ils s'occupent de leur famille, et ça c'est la preuve formelle que c'est pas psychosomatique. Et il y a quand même beaucoup de... Je suis un petit peu choqué, parce qu'il y a beaucoup de gens en fauteuil roulant. J'ai sorti de psychiatrie, qui étaient en internement d'office, avec des conflits majeurs dans la famille, parce qu'on disait non, c'est pas Lyme, et qui ont guéri maintenant. Il y a énormément de témoignages, donc c'est un sujet complexe, et il ne faut pas comme ça valider ça d'un revers de main en disant ça n'existe pas, parce qu'on n'explique pas tout par les tests. Il faut être très prudent. La vision de Perron, vision non partagée partout. Je voulais ajouter, moi je ne suis pas médecin, je ne vois pas de malade, mais en revanche je vois des tiques et j'analyse en fait ce qu'il y a dans les tiques. Donc on parle beaucoup de la maladie de Lyme, mais effectivement dans les tiques il y a beaucoup de bactéries qui vont transmettre cette maladie. Mais il y a aussi d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ces bactéries-là, d'autres bactéries, des parasites, il y a même des virus. Et ces agents pathogènes qui vont donner d'autres maladies, celles-là, on ne les diagnostique pas du tout. Donc peut-être aussi qu'il y a d'autres maladies qui sont transmises par les tiques. Et là, pour le coup, on n'a pas vraiment de vision. Donc il y a des études de plus en plus qui étudient ces malades qui sont séronégatifs justement pour la maladie de Lyme, qui n'ont peut-être pas la maladie de Lyme, mais qui ont peut-être autre chose en lien avec les tiques. Donc je pense que ce sont aussi des voies de recherche qu'il faut mener dans les... Alors, Daniel Grisman va compléter aussi, parce qu'il a travaillé sur cette thématique clinique. Alors, vous citiez les problèmes de co-infection. En fait, pendant 2 ans, et je continue à le faire, j'ai fait la synthèse de l'analyse des dossiers que j'avais fait pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans, j'avais fait les sérologies faites par le CNR, chez Benoît-Jolac. J'avais testé Lyme, mais aussi Bartonelle et Anaplasma, parce qu'on a de l'anaplasmose dans la région. C'est une communication que j'avais faite dans l'Académie il y a 1 an, un petit peu plus d'1 an. Je vous rappelle que les patients qui avaient une co-infection Borrelia, donc maladie de Lyme, plus Anaplasma, étaient de l'ordre de, j'ai plus les chiffres exacts en tête, d'environ 7%, 6,7%. Donc 6,7% des patients avec une maladie de Lyme avaient aussi une anaplasmose. Et la deuxième situation, c'était Borrelia, donc maladie de Lyme, plus Bartonelle. On était autour de 9,5% à peu près de contamination. Il est sûr qu'il y a plus de Bartonelle qui circulent que d'anaplasmose. Et alors j'avais fait même le point sur les trois en même temps, Borrelia, Anaplasma et Bartonelle. On était à environ 4%, à peu près, à peu de choses près. Donc les co-infections existent. Il faut savoir simplement y penser quand un premier traitement par une pénicilline n'est pas satisfaisant sur une maladie de Lyme. Et ensuite, une fois qu'on a fait le point, c'est reprendre le diagnostic, parce que si c'est positif, il faut toujours un traitement antibiotique, mais une particularité du traitement antibiotique, ces antibiotiques doivent pénétrer dans les cellules de l'organisme et pas rester à l'extérieur des cellules. Pourquoi? Parce que ce sont des germes qui sont en intracellulaire. C'est tout. Et tout rentre dans l'autre. C'est ça. S'il vous plaît. Moi, j'ai rencontré des patients qui m'ont dit qu'avec un traitement plus long d'antibiotiques que celui qui est autorisé à l'heure actuelle et qui avait été diagnostiqué Lyme, il s'était senti beaucoup mieux. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envisager aujourd'hui de prolonger le traitement antibiotique au-delà de ce qui est autorisé aujourd'hui? Je vais vous répondre très simplement. Il y a eu au mois d'avril une publication dans le New England Journal of Medicine faite par une équipe très pléthorique de Hollandais qui ont étudié l'impact d'un traitement long. La conclusion, il n'y a aucun intérêt à faire un traitement prolongé par des antibiotiques, le traitement s'arrêtant autour de 3 à 4 semaines. Les traitements au-delà n'ont aucun intérêt. C'est pas nous qui le disons. C'est New England, équipe solide. New England, pour publier, il faut que les résultats soient validés. Et donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude sur la conclusion. Je suis totalement d'accord avec cette... Mais alors, cette étude, parce qu'elle pose un gros problème. C'est une copie d'une étude faite il y a 15 ans qui n'avait rien montré. La méthodologie a été faite pour ne rien montrer. Parce qu'à l'entrée, on a décrit tous les symptômes des malades, et après, ils n'ont jamais été réanalysés dans l'étude. Et
Ils ont analysé uniquement un score de qualité de vie moyen. Si je faisais ça à mes malades au bout de 3 mois, il y en a 20% qui seraient guéris, 20% qui seraient pires qu'avant le traitement à cause des exacerbations. Et moi, le gros de la troupe, il dit oh, je ne vais pas très bien aujourd'hui, parce qu'il y a des signes qui sont en train de s'améliorer, d'autres en train de s'aggraver, parce que c'est une évolution cyclique pendant plusieurs semaines avant que ça rentre dans l'ordre. Donc je vois ça tous les jours. Si je faisais la méthodologie du New England sur mes malades, je ne montrerais rien. Et cette étude, moi je trouve scandaleuse, parce qu'ils savaient très bien que cette méthodologie ne montrait rien, et ça n'a pas été fait... fait intentionnellement juste à cette période où il y avait des polémiques. Ceci étant, c'est quand même le New England, et je pense que le condamner. Et deuxièmement, les traitements antibiotiques, les traitements antibiotiques prolongés, sans justification, à danger. Un, pour la personne qui le prend en termes de tolérance, c'est pas anodin. Et deux, en termes écologiques, on passe sa vie à essayer de faire en sorte d'utiliser correctement les antibiotiques, qu'on évite de faire émerger des bactéries multirésistantes dans nos intestins, etc. Si on donne des traitements antibiotiques, là en plus à un spectre quand même relativement large, pendant des mois, pour ne pas dire plus, vous imaginez potentiellement les conséquences qu'on peut éventuellement donner. Je sais que Christian Perron n'est pas d'accord. Attendez, je veux juste répondre à ça, parce que d'abord, même les médecins qui font du Lyme chronique essaient d'arrêter les antibiotiques le plus vite possible. Après, il y a des traitements d'entretien avec l'hydroxychloroquine, mais maintenant des études avec la Dapsone qui montrent qu'on peut traiter en traitement d'entretien et guérir les malades. Donc je suis totalement concerné par ce problème de résistance aux antibiotiques. Il y a des solutions et il faudrait faire des études cliniques pour le montrer. Et par ailleurs, aux États-Unis, il me semble qu'il y a 3 États qui ont reconnu. 15. C'est 15. Donc un certain nombre d'États qui ont reconnu la forme chronique de la maladie de Lyme. Or, la conférence de consensus de 2006, si je ne m'abuse, on a suivi des recommandations américaines. Donc même aux États-Unis, les lignes bougent. Est-ce qu'on peut envisager qu'elles bougent ici aussi? Je peux répondre sur la chronicité. Je réponds à ce que j'ai dit tout à l'heure, la définition de la chronicité. La définition de la chronicité, c'est persistance d'un agent infectieux et qui continue à avoir son rôle pathogène. J'ai conclu en disant que quand on fait un traitement correct, c'est-à-dire aux posologies correctes, avec un antibiotique qui diffuse en intracellulaire, parce que les souches sont aussi en intracellulaire, il n'y a plus de germes. Même s'il y a de l'ADN bactérien encore dans les tendons et le tissu conjonctif, ce n'est plus une infection. Il n'y a pas d'infection chronique. Il y a des infections. Aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe alors? Ah ben ça, je ne sais pas. Non, mais je sais pas, je vous demande. Les considérations des États-Unis, il y a curieusement des syndromes qu'on appelle post-Lyme, ça je veux bien l'admettre, où il y a des anomalies sur les cytokines, sur les différentes cellules, mais ce n'est plus de la maladie de Lyme. Ça n'a plus rien à voir. Il faut bien le rappeler. Ça. Vous savez, quand vous avez des cytokines, je prends un exemple, quand vous avez la grippe, vous avez un relargage de cytokines extraordinaire, vous guérissez de la grippe, et vous avez un syndrome post-infectieux, post-grippal qui va durer 3 à 6 semaines. C'est les cytokines, c'est pas le virus est disparu. Donc il faut se rappeler que ces cytokines ont des rôles sur notre organisme que l'on peut-être ne maîtrise pas encore totalement. Mais pendant des années. Non, pas des années. Ça c'est clair. Après, la maladie Lyme n'évolue pas. Il n'est pas démontré, seules les études scientifiques, et il y a possibilité de faire, ce sera difficile, mais il faut faire des études réellement reposant sur de la science, des études antibiotiques versus placebo, avec des programmes sélectionnant des sujets qui soient à peu près comparables, faire ce que la science exige pour arriver à démontrer quelque chose. Sinon, on parle et on peut aller comme ça extrêmement loin et continuer à déblatérer, parce que c'est ça. Moi, j'ai un Lyme parce que j'ai les cheveux qui tombent et que c'est pas normal d'avoir les cheveux qui tombent. Sur la gravité de la maladie, moi je suis un petit peu... je ne sais pas quoi penser parce que le docteur Perron parle de paralysie, de gens en fauteuil roulant, et vous au contraire vous parliez de douleur articulaire. Donc où se situer entre ces deux choses? Quelle est la gravité de cette maladie? D'accord. Dans la maladie de Lyme, dans la phase secondaire essentiellement, vous avez des atteintes articulaires, des arthrites, vous avez des atteintes neurologiques qui peuvent être des phénomènes paralytiques. Alors,
des paralysies faciales, des paralysies de membres inférieurs. Moi, j'ai vu un jour un patient, 40 ans, 42 ans, chef d'entreprise, qui avait perdu totalement la mémoire. Il avait des troubles de mémoire fantastiques. Il ne se souvenait plus du nom de ses collaborateurs immédiats. On l'a traité, il a guéri complètement. Mais il a guéri complètement dans les 3 semaines qui ont été le traitement, la durée du traitement. C'est ça que je veux dire. Qu'il y ait des tableaux impressionnants, moi je veux bien, ça existe, je suis totalement d'accord. Mais il ne faut pas dire que c'est irréversible, que c'est catastrophe, etc. On traite correctement et ça guérit. Et en 3e phase, du coup? En 3e phase, le gros problème, comme je vous l'ai dit, c'est les tableaux qui ressemblent à des pseudo-scléroses en plaques, à des scléroses en plaques, à des scléroses latérales. Il y aura une récupération, mais elle sera très lente. Une maladie de Lyme récupère d'autant plus rapidement que le traitement est institué tôt. Quand vous intervenez au bout de 3 ans, 4 ans d'évolution, il est sûr que vous n'aurez pas de résultat en 15 jours. Ça va durer des mois pour récupérer. Et on récupère. Alors, petite parenthèse quand même. Vous avez des anticorps, le patient a des anticorps, mais les anticorps ne sont pas neutralisants. Ça signifie simplement que dans une rougeole, on ne fait pas 2 fois la rougeole, la rubéole, on ne fait pas 2 fois la rubéole. Une maladie de Lyme, vous êtes recontaminé malgré vos anticorps pour commencer. Donc on peut recommencer une maladie de Lyme, ce d'autant plus que je vous rappelle qu'il n'y a aujourd'hui pas de vaccin contre la maladie de Lyme. Il y en avait un, Lymerix, aux États-Unis, qui a été testé, et il se trouve que les patients qui ont été contaminés par des tiques faisaient des réactions articulaires plus importantes encore. Donc attention à ce genre de situation. Oui, je voudrais, pour répondre à une des questions, pour les infections ostéo-articulaires complexes, la difficulté de prise en charge a poussé les professionnels à créer des centres de référence diffus dans l'ensemble du territoire. Et chaque centre est reconnu expert parce que ce sont des équipes multidisciplinaires avec des professionnels qui travaillent sur le terrain. On peut se demander si pour les questions que nous nous posons sur la borréliose de Lyme, et peut-être d'ailleurs sur les maladies transmises par les tiques, une même configuration pourrait être envisagée, qui aurait l'avantage, d'une part, d'avoir plusieurs équipes qui travaillent multidisciplinaires dans plusieurs CHU, par exemple, répartis sur le territoire français. Donc ça éviterait un côté personnel des choses, si je puis dire. Et la deuxième chose, c'est que dans une structure de ce type-là, on peut faire des essais thérapeutiques. Et donc, si les recommandations actuelles sont celles qui existent, il faut savoir que tout médecin a le droit d'aller au-delà de cette recommandation pour un cas particulier. Parce que les recommandations ne font pas 100% des situations cliniques, il faut être clair. Donc, le médecin a toujours la responsabilité de soigner son malade, a donc toujours la possibilité de faire. Le tout, c'est qu'il doit pouvoir justifier devant ses pairs ce qu'il fait. Et donc, pour moi, une des réponses possibles, à mon avis, serait de créer un ensemble de centres multidisciplinaires répartis et qui prendraient en charge la mise en œuvre pratique de ces essais thérapeutiques cliniques qui sont à la fois difficiles en termes de sélection de malades et en termes de conduite et d'évaluation. Je voudrais revenir sur le syndrome immuno-inflammatoire déclenché par les borrélioses. C'est un fait que les agents infectieux mettent en branle ces mécanismes, puisque ça donne des syndromes neurologiques réactionnels connus. Est-ce qu'on sait quelque chose de la virulence particulière des borréliades dans ce domaine, et si on peut, d'une manière ou d'une autre, dépister des personnes à plus haut risque? Je pensais à des personnes qui auraient dans les familles... actuellement, on fait beaucoup de pharmacogénétique, en fait. Est-ce qu'il y a des profils familiaux qui pourraient orienter les personnes et se dire que finalement, elles, il leur arrive quelque chose, elles vont en faire une réaction majeure, même quand on aura plus en cause de l'agent infectieux? Alors, ce sera la dernière question, si vous êtes d'accord. Ce que vous proposez est tout à fait intéressant, mais on n'a pas encore les données. Et ça fait des années qu'on travaille dans l'équipe de recherche adossée au CNR à Strasbourg là-dessus pour essayer de trouver pourquoi certaines souches
donne plutôt certains profils immunitaires, inflammatoires, etc. Bon, la technologie avance et de ce point de vue-là, j'ai confiance dans la recherche qui viendra. On a étudié par exemple la réaction inflammatoire large au niveau cutané avec différentes souches. C'est très lourd à faire et on n'a pas vu de différence. Actuellement, on est en train de travailler non plus vis-à-vis de la réponse inflammatoire cutanée, mais vis-à-vis de la réponse globale cellulaire qui se met en place au contact des souches. Alors, bien sûr, c'est d'abord un travail in vitro obligatoire, parce que c'est déjà très lourd in vitro, alors in vivo, on ne pourra pas, mais peut-être qu'un jour, ça va donner quelque chose. Juste un petit complément, c'est l'aspect génétique de la souche, je suis tout à fait d'accord, il faudrait étudier aussi l'aspect génétique des malades, parce qu'il y a des familles, je le vois très bien, où un des parents, tous les enfants font des formes chroniques très sévères, alors que d'autres familles, suscitées par une petite, ça se passe très bien. Je pense que comme pour la tuberculose, comme pour beaucoup de maladies chroniques, il doit y avoir une sensibilité génétique qu'il faudrait analyser avec des généticiens. Très bien, oui, la dernière des questions. À vous entendre, vous avez commencé, vous allez finir. À vous entendre, j'avais l'impression que finalement les tests diagnostiques étaient satisfaisants globalement. Et dans la première ligne de votre résumé, on dit qu'ils ne sont pas complètement standardisés. Quel est le problème vraiment? Donc, oui, préciser. Là, vous avez dit que finalement, vous pouvez diagnostiquer ces maladies avec les tests actuels. S'ils ne sont pas standardisés, à quel niveau, quels sont leurs niveaux de... Oui, vous avez raison de ce point de vue-là. Les tests laboratoires ont le choix d'utiliser des tests commerciaux ou des tests maison. Dans tous les cas de figure, c'est ce qu'on appelle l'accréditation des laboratoires, qui est l'occasion pour le laboratoire, au-delà de toutes les contraintes qui peuvent exister, de faire la preuve lors de ces accréditations que ce qu'il utilise est le mieux adapté. Et donc à ce moment-là se pose notamment la question de la standardisation. Est-ce que je fais bien, c'est-à-dire est-ce que je suis suffisamment standardisé et reproductible de série en série, de mois en mois, de semaine en semaine, d'année en année. Et à côté de ça, que valent les tests les uns par rapport aux autres. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé par évaluer les tests de confirmation et d'immunobloc. Et je pense que c'est pour ça que je vous demandais de préciser ce que vous entendiez par standardisation. Il existe certaines différences, ça dépend comment on teste ces produits. Donc le travail qui a été fini par le CNR sur ce sujet va être rendu à la NSM qui ensuite le pouvoir décisionnel. Nous, on est là scientifiquement pour évaluer le mieux possible et dire ce que l'on en pense. Ensuite, à la NSM de décider si certains produits, si les différences, quand elles sont plus ou moins significatives, ont un retentissement et ce qu'ils font faire. Très bien, je vous remercie, Monsieur Béguet. Alors, je n'ai rien dit parce que je suis pédiatre. Donc, je me réjouis de toutes les questions qui ont pu être posées. Surtout, je remercie tous nos orateurs de cet après-midi qui ont bien voulu répondre à vos questions. Je remercie vraiment beaucoup parce que le débat a pu être serein et positif. Vous voyez quand même qu'il y a besoin de recherche. Parce que la maladie de Lyme est quand même une maladie nouvelle. Elle est nouvelle, ceci étant, lorsque j'ai vu moi, la première maladie de Lyme, c'était en 1982 à Paris. C'est une nouveauté quand même très relative. Je vous rappelle d'autre part qu'elle est certainement différente aux États-Unis d'en France, car aux États-Unis, ça s'appelle l'arthrite de Lyme, Lyme dans le Connecticut, alors que chez nous, bon, l'expression n'est pas forcément chez l'enfant en particulier les arthrites. Je remercie aussi beaucoup M. Chrisman, qui a vraiment magnifiquement décrit la clinique. Je me demandais pourquoi en pédiatrie nous disions toujours que l'érythème migrant n'était visible que dans 30% des cas, on l'écrivait, on a très bien compris que chez l'adulte aussi c'est difficile, et ça je crois c'est extrêmement important pour comprendre qu'il y a des phases secondaires. Je le remercie aussi pour avoir décrypté, il y a d'autres maladies, je n'en parlerai pas, rassurez-vous, où il y a une phase primaire, une phase secondaire, une phase tertiaire, c'est pas la première, et vous savez, les infectiologues savent de quoi je parle. C'est pas la première fois non plus qu'une maladie a besoin de plusieurs tests diagnostiques. Je ne veux pas parler de cette maladie, je ne veux pas prononcer ce nom, mais
ceux qui sont autour de la table ronde le savent. Donc c'est pas étonnant qu'on ait quand même des difficultés à établir des normes. Quel est le bon test diagnostique? C'est pas la première fois que ça arrive. On n'est pas dans la typhoïde. C'est une maladie beaucoup plus difficile. Et enfin, vous avez compris qu'il y a différentes borrélias et qu'il y a d'autres germes associés aux borrélias. Donc il y a une recherche scientifique qui est nécessaire. C'est une maladie probablement émergente, j'en parlais avec mon voisin, parce que probablement à la fois l'écologie, l'écosystème change et que le climat change. Donc elle est certainement émergente. Elle est aussi un problème d'information. Mais l'information a quand même été lente, car quand je vous dis qu'en 1982-83, un modeste pédiatre que je suis connaissait la maladie de Lyme, on n'a quand même pas été très vite pour enseigner, hein, parce que nous sommes en 2016 quand même. Donc il y a un gros travail scientifique, et je remercie tous mes confrères qui sont là, de faire cette session cet après-midi, session où il y aura des conclusions que fera le professeur François Briquet, et l'ensemble des textes sera sur le site de l'Académie, au niveau du bulletin, hein, puisque nous disposons des textes, vous pourrez vous y référer. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre présence. Il faut remercier également Nicole Priolo, qui a pu bien organiser cette séance, qui a été, je crois, très importante, puisque le ministère va prendre des décisions bientôt, vous le savez, et très importante aussi pour faire avancer la science. Merci de votre présence. Je voulais juste vous préciser quelque chose concernant la standardisation, parce que je n'ai pas tout à fait compris la question. C'est par rapport au texte introductif de l'Académie de médecine qui parle de sérologie non complètement standardisée. Un des points qui fera avancer les choses, c'est que pour tous les actes que font les laboratoires, il est nécessaire, à un moment ou l'autre, de passer sur un système de contrôle de qualité 4 fois par an. Ça dépend à quel moment le laboratoire va accréditer cette analyse, mais ça c'est nécessaire. Et ça c'est très important parce que c'est l'occasion de se confronter à ses pairs de façon positive, de voir où est-ce que je suis plus ou moins sensible, etc. C'est une recommandation qu'on a faite à la NSM d'organiser cela plus fréquemment. Pas fait, mais